Vous promènerez notre chien et verserez une contribution mensuelle de 3000 euros. A exigé la famille de mon mari avant la cérémonie de mariage. J'ai failli rire. Pardon, mes beaux-parents ont pris ma modestie et mon silence pour de la faiblesse. Mais ils s'en sont pris à la mauvaise mariée. Je m'appelle Chloé. J'ai 38 ans, je suis avocate en exercice et, jusqu'à récemment, j'avais complètement accepté l'idée que je pourrais ne jamais me marier. Non pas parce que je ne le voulais pas, mais parce que j'avais passé la meilleure partie de la dernière décennie à travailler 16 heures par jour dans notre cabinet d'avocats spécialisé dans les vallées en droit de la famille à Lyon. Ma mère est associée. Mon père a fondé le cabinet. Ma sœur est spécialiste en contrat. J'ai grandi en regardant des dossiers juridiques au lieu de dessins animés. Quelque part en chemin, les anniversaires se sont estompés, les relations se sont effilochées. Et quand j'ai relevé la tête, j'avais presque 40 ans, toujours célibataire. Je n'étais pas désespéré, mais j'étais fatigué. Fatigué des textos superficiels. Des premiers rendez-vous peu fiables et des hommes qui trouvaient mon ambition menaçante. Je ne cherchais plus le feu d'artifice. Je cherchais le calme, la stabilité. C'est alors que Nathalie, une amie de longue date, m'a envoyé un message. Tu devrais essayer ça. Ce n'est pas une appli, c'est un vrai événement. Elle m'a envoyé le lien vers une soirée de matchmaking privée organisée par une agence de rencontre de luxe pour les professionnels de plus de 35 ans. J'ai ri, puis j'ai cliqué. 2 semaines plus tard, je me tenais devant mon miroir dans un chemisier en soie bleue marine et un pantalon de tailleur, me rappelant de sourire comme si je n'étais pas en train de juger tout le monde dans la pièce. La soirée avait lieu sur un toit terrasse en centre-ville. La foule, élégante, nerveuse, sirotant des cocktails hors de prix et cherchant subtilement des alliances. Je m'étais à peine installé près du bar quand il s'était approché de moi. Première fois, a-t-il demandé. J'ai hoché la tête. Et vous? Oui. Et la dernière, j'espère. Il s'appelait Daniel, la quarantaine, chef de projet dans la construction. Il n'était pas tape à l'œil, mais il se dégageait de lui un certain calme. J'aimais cette sorte de maturité tranquille. Il posait des questions réfléchies. Il me regardait dans les yeux. Il ne dominait pas la conversation et ne m'a pas demandé dans quel domaine du droit je pratiquais. J'ai encore plus apprécié cela. Nous avons passé toute la soirée à parler, sans socialisation forcée, juste nous deux, penché sur la balustrade, à regarder les lumières de la ville scintiller. Cette nuit-là, je me suis dit de ne pas trop réfléchir. Mais quand il m'a envoyé un texto le lendemain, j'ai souri. Notre premier vrai rendez-vous fut un dîner sur la presqu'île, puis une promenade au bord de la rivière, puis un bien le dimanche. Il était constant, attentionné. Il parlait de son désir de s'établir, de construire une vie qui semblait plus lente. Il disait qu'il imaginait sa future femme rester à la maison, s'occuper du foyer, peut-être de ses parents quand il vieillirait. Je n'ai pas corrigé ses suppositions. Je n'ai pas mentionné ma charge de travail, mes heures au tribunal, ou le diplôme de droit d'Assa accroché dans mon bureau. J'ai juste dit que j'aidais au cabinet familial. Ce n'était pas un mensonge, juste stratégiquement vague. Pour la première fois depuis des années, je me sentais en sécurité avec quelqu'un. Pas exalté, pas électrisé, mais en sécurité. 1 mois plus tard, il a rencontré mes parents. Mon père l'a cuisiné sur les permis de construire. Ma sœur, Rachel, a souri de main entendu. Ma mère, Evelyne, l'observait comme si elle lisait une déposition. Après son départ, elle a dit « Il est poli, un peu naïf, mais inoffensif. Il veut que je quitte mon travail et je dis « Et tu le veux ?» Peut-être, si ça mène à quelque chose de vrai. Elle n'a pas protesté. Elle a juste dit « Les emplois sont remplaçables. » La tranquillité d'esprit, non. Daniel m'a demandé en mariage 6 semaines plus tard, simplement, autour d'un café. « Tu m'apaises » a-t-il dit. « Je veux construire une vie avec toi. » J'ai dit oui. Je me suis surprise de la rapidité avec laquelle je me suis lancé dans l'organisation du mariage. Nous avons trouvé un magnifique domaine juste à l'extérieur de la ville brique apparente. Jardin luxuriant, une date parfaite en juin. Sa famille était plus petite, juste ses parents, Carole et Gérard, et un frère aîné avec sa propre famille. La mienne était plus grande, plus bruyante, pleine d'avocats et de tous interminables. La première fois que nos familles se sont rencontrées pour un jeune, je l'ai vu immédiatement. Nous venions de 2 planètes différentes. Mes parents étaient habillés comme s'ils se rendaient à un arbitrage. Ses parents sont arrivés en sweatshirt se disputant bruyamment à propos du stationnement. Carole m'a toisé de la tête aux pieds. « Vous êtes très soigné » a-t-elle dit, comme si c'était un avertissement. J'ai souri. « Merci. J'espère que vous n'êtes pas trop occupé pour cuisiner. Mon Gérard ne supporte pas la nourriture du commerce. » Enfin, Chloé est une excellente cuisinière, a répondu ma mère avec aisance. Mais nous commandons à emporter quand nous sommes fatigués de la perfection. Ce soir-là, elle m'a prise à part. Tu es sûr? Ils ne sont pas horribles, ai-je dit, juste différents. Ils ne sont pas ton problème maintenant, mais ils le deviendront. J'ai ignoré la boule dans ma poitrine. Les semaines suivantes ont filé. Essayage, liste d'invités, dégustation de menus. Daniel ne participait pas beaucoup. Il se contentait de sourire et de dire ce que tu veux. En surface, tout ressemblait à un rêve Pinterest. En dessous, j'avais l'impression de répéter la vie de quelqu'un d'autre.
La veille du mariage, je suis resté chez mes parents. Rachel a apporté du champagne. Ma mère a repassé ma robe une dernière fois. Nous avons ri comme si c'était une soirée pyjama. Prête à être la femme de quelqu'un? A taquiné Rachel. Je suis prête à me reposer, ai-je dit. À ne pas me disputer tous les jours. Tu ne te disputes pas, a-t-elle dit. Tu contre-interroges. Le matin du mariage était chaud et doré. La suite nuptiale donnait sur le jardin. Le personnel a apporté du café et des pâtisseries fraîches. Ma robe était suspendue comme un nuage sur un portant en laiton. J'ai bouclé mes cheveux et me suis assise à la coiffeuse pendant que Rachel ajustait mon voile. Ma mère était assise près de la fenêtre, feuilletant le programme. Tu es magnifique, a-t-elle dit sans lever les yeux, comme une femme qui gagne des règlements et des cœurs, et je souris. Je ne suis pas nerveuse. Tu n'as pas de raison de l'être. Ce n'est pas le tribunal. Tu peux dire non si tu veux. Je ne vais pas dire non. Elle m'a alors regardé, longuement et fixement. D'accord. On a frappé à la porte. Rachel a commencé à se lever, mais la porte s'était ouverte brusquement. Maintenant là, sans y avoir été invité, se trouvaient Carole et Gérard. En tenue de cérémonie complète, souriant comme si de rien n'était. Le silence s'était abattu sur la suite nuptiale. L'atmosphère a changé comme si quelqu'un venait d'ouvrir une fenêtre en plein hiver. Ma mère est restée immobile, les mains jointes sur ses genoux. Tandis que Carole s'avançait plus loin dans la pièce sans attendre la permission. Nous devons parler rapidement à Chloé avant la cérémonie, a-t-elle dit. En levant un fil invisible de sa jupe, juste quelques questions familiales. Ma mère s'est lentement levée de sa chaise. Ce n'est pas le lieu. Allons, a répondu Carole joyeusement. Ça ne prendra qu'une minute. Gérard la suivait comme une ombre, offrant un hochement de tête qui était à la fois poli et suffisant. Ma sœur planait près de la coiffeuse, ne sachant pas si elle devait intervenir ou courir chercher de l'aide. Je suis resté immobile dans ma robe de mariée et j'ai demandé avec précaution. Y a-t-il un problème? Le sourire de Carole s'était élargi. Pas du tout, ma chérie. Nous voulons juste nous assurer que les attentes sont alignées avant que les choses nous deviennent officielles. Ma mère s'était approchée de moi mais n'a encore rien dit. Voici le topo, a commencé Carole, croisant les mains devant elle. Après la cérémonie, tu viendras vivre avec nous. J'ai cligné des yeux. Je crois, c'est plus logique, a ajouté Gérard. Le frère de Daniel a déménagé il y a des années. Nous avons de la place et tu n'as ni enfant ni travail maintenant. Donc il n'y a aucune raison de gaspiller de l'argent dans un appartement de luxe. Je me suis tourné vers ma mère, qui les fixait maintenant avec une expression parfaitement indéchiffrable. Nous avions prévu d'emménager dans le penthouse que nous avons loué, ai-je dit. C'est annulé, l'a dit Carole sèchement. Ce n'est plus nécessaire. Gérard s'était avancé. Et comme tu vivras sous notre toit, nous attendons une contribution mensuelle raisonnable. 3000 € devraient couvrir les frais, plus les primes de vacances. Celle-ci devrait aller au ménage. J'ai failli rire. Pardon, tu nous as entendu, l'a dit Carole. C'est ce que font les belles filles dans les vraies familles. Elles soutiennent leurs aînés. Et comme tu ne travailleras pas, a ajouté Gérard, nous aurons besoin que tu promènes Belle 2 fois par jour. C'est notre beagle. Elle devient anxieuse si elle n'a pas ses promenades du matin et de l'après-midi. Ma bouche s'était ouverte, mais aucun mot n'est sorti. Et avant que tu ne protestes, a poursuivi Carole. Nous ne disons cela que maintenant parce qu'une fois la cérémonie passée, il n'y a plus de retour en arrière possible. Mieux vaut être clair dès le départ. Ma mère a fait un pas en avant, juste pour que je comprenne bien. Êtes-vous sérieusement en train de suggérer que ma fille renonce à sa maison, à son revenu et à son autonomie pour promener votre chien et payer un loyer dans votre maison? C'est l'accord, a dit Gérard. J'ai enfin retrouvé ma voix. Est-ce que Daniel est au courant de ça? C'est notre fils, a sèchement répliqué Carole. Il nous fait confiance. Et s'il n'était pas d'accord, il aurait dit quelque chose. Ma mère a laissé échapper un rire calme et incrédule. Vous faites irruption dans sa suite nuptiale avec des exigences et vous ne pensez pas que cela pourrait être perçu comme hostile? Carole a agité la main. Ce n'est pas personnel. C'est juste notre façon de faire. Ma mère m'a regardé et a demandé calmement, veux-tu toujours aller jusqu'au bout? Je ne pouvais pas parler. J'avais l'impression que le sol s'était dérobé sous mes pieds. Mes mains tremblaient, mais quelque chose en moi a fait tilt. Non, et je dis, non, je ne veux pas. Le visage de Carole s'est décomposé. Pardon? Ma mère a doucement posé sa main sur mon dos. Allons-y. La voix de Gérard s'était élevée. Tu abandonnes vraiment tout ça, Daniel? C'est vous que j'abandonne, ai-je répondu. Tu penses que tu peux nous embarrasser et t'en tirer comme ça? A lancé Carole. Nous te poursuivrons en justice pour dommages et intérêts. Nous ruinerons ta réputation. Vous pouvez toujours essayer, a dit ma mère, sa voix d'acier. Mais je devrais probablement vous dire que toute notre famille est composée d'avocats. Et si vous souhaitez tester la loi en matière de coercition, allez-y. J'ai vu leur bouche se serrer. Passer un merveilleux après-midi, a dit ma mère. Nous en avons terminé ici. Nous sommes sortis de cette suite nuptiale sans un mot de plus. Je me suis changé en silence, entendant à peine ma mère au téléphone annuler la logistique de la cérémonie. Ma sœur nous a ramenés en ville dans sa voiture et pendant 1 heure entière,
Personne n'a dit un mot. Daniel a appelé ce soir-là. Je ne savais pas, l'a-t-il dit. Je jure que je n'ai rien approuvé de tout ça. Ma mère, elle a juste. Mais tu ne l'as pas arrêté, l'ai-je dit. Tu les as laissés prendre le contrôle. Tu leur as donné la permission sans dire un mot. Je ne savais pas ce qu'ils prévoyaient. Tu n'as pas demandé. Il y eut un silence au bout du fil. Je suis désolé, a-t-il dit finalement. Je ne voulais pas te perdre. Tu m'as perdu à la seconde où tu t'es tenu derrière eux au lieu d'être à mes côtés. L'appel a pris fin. J'ai bloqué son numéro cette nuit-là. Je pensais que ce serait la fin de l'histoire. Mais ma sœur avait d'autres projets. Apparemment, on m'aida à m'habiller plus tôt ce matin-là. Elle avait laissé son téléphone sur la table en train d'enregistrer. Pas intentionnellement. Elle utilisait la caméra vidéo pour prendre des photos spontanées de moi dans le miroir en train d'ajuster ma robe. Mais elle avait tout capté, les exigences de Carole, l'accord suffisant de Gérard. Le monologue complet et non filtré. Et Rachel, ma brillante sœur, n'a pas perdu une seconde. Au moment où les invités du mariage avaient pris place, se demandant pourquoi la cérémonie n'avait pas commencé. Rachel avait connecté son téléphone au système audiovisuel du domaine. Le personnel a essayé de l'arrêter, mais elle a juste dit « Faites-moi confiance. Il faut que ça se voie ». Les lumières se sont tamisées et la vidéo a été lancée. J'étais là, debout dans ma robe de mariée, l'air stupéfaite, tandis que Carole et Gérard annonçaient que je promènerais leur chien 2 fois par jour et leur paierais 3 000 € par mois pour le privilège de vivre chez eux. La salle était silencieuse. On aurait pu entendre une mouche voler. Quand le clip s'est terminé, la voix de Rachel a retenti dans le parleur. Il n'y aura pas de mariage aujourd'hui. Merci de votre compréhension. Des halètements, des chuchotements. Quelques invités se sont levés et sont partis immédiatement. D'autres sont restés, abasourdis. Je n'étais pas là pour en être témoin, mais plusieurs cousins. 2 amis et le fleuriste m'en ont parlé. Ce fut le mariage le plus mémorable qui n'ait jamais eu lieu et le moment le plus satisfaisant que je n'ai jamais vu de mes propres yeux. Le lendemain matin du mariage annulé, j'étais assise à la table de la cuisine en t-shirt, pieds nus, sirotant le café brûlé que mon père avait préparé à 6 heures du matin. Le silence dans la maison était lourd, pas tendu, juste plein de ce qui avait failli être. Ma mère est entrée avec un dossier jaune et l'a posé doucement à côté de moi. « Qu'est-ce que c'est ?» ai-je demandé. Le détail de ce qu'ils nous doivent. Je l'ai ouvert. Le total était brutal. Frais d'annulation du lieu, traiteur, fleurs, coiffure et maquillage à compte du photographe. Transport, signalisation personnalisée. Le montant était plus élevé que ce que je voulais admettre. Nous leur enverrons une facture officielle, a-t-elle dit, avec la vidéo comme preuve à l'appui. S'ils refusent, nous irons au tribunal des petites créances. J'ai levé les yeux. On va vraiment faire ça? Elle a haussé un sourcil. Tu penses qu'on va les laisser en tirer comme ça après ce qu'ils ont fait? C'est juste. Cet après-midi-là, j'ai signé la lettre de mise en demeure. Un coursier l'a livrée en main propre à leur domicile le lendemain matin. À midi, l'avocat de la famille de Daniel a appelé pour négocier. Ils ont essayé d'offrir la moitié. Nous avons refusé. Le vendredi, ils ont accepté de tout payer intégralement, sans procès, sans histoire, à la condition que nous signions une clause de non-dénigrement. Nous avons ajouté une phrase, la clause de non-dénigrement s'applique aux interviews publiques et aux publications commerciales. Les conversations privées et les enregistrements obtenus légalement sont exemptés. Ils ont signé. Je n'ai plus jamais parlé à Daniel, ni en personne, ni par téléphone. Juste un dernier mail de sa part intitulé « Je suis désolé ». Plein d'excuses. Je ne savais pas qu'il ferait ça. Je ne pensais pas que ça irait si loin. Je pensais que tu serais flexible. Je t'aime. Je voulais que ça marche entre nous. Je l'ai lu une fois, puis je l'ai supprimé. On ne peut pas aimer quelqu'un tout en le regardant silencieusement se faire démanteler. On ne peut pas rester neutre dans une guerre que vos parents déclenchent. Les semaines ont passé, puis les mois. Je suis retourné au bureau un mardi. J'ai sauté le déjeuner pour une audience. J'ai pris des clients supplémentaires. Je suis resté tard tous les soirs. Au début, c'était pour me distraire. Mais lentement, je me suis senti redevenir moi-même. Un après-midi d'octobre, un nom familier est apparu sur notre liste de nouveaux cas, Lucas. Nous avions fait nos études de droit ensemble. Même groupe de travail, même professeur de droit de la responsabilité civile brutale. Nous avions tous les deux passé le barreau tôt. Tous les deux trop fiers pour admettre à quel point nous nous étions mutuellement poussés. Je ne l'avais pas vu depuis près de 10 ans. Quand il est entré dans la salle de conférence, j'ai dû y regarder à 2 fois. « Tu as grandi » ai-je dit. « Tu es devenu célèbre » a-t-il répondu. « Mon cousin m'a envoyé un extrait de la vidéo de ton mariage. » J'ai gémi. « S'il te plaît, ne la cite pas. Je ne le ferai pas. » Mais entre le cas juridique et la robe de sortie, c'était emblématique. Nous avons travaillé ensemble sur l'affaire pendant 6 semaines. Lucas était passé au droit des sociétés, fusions-acquisitions, finances internationales. Le genre de droit qui s'accompagnait d'honoraires à 6 chiffres et d'érosion de l'âme. Mais il avait toujours la flamme. Il remettait toujours en question tout ce que je disais. Il se disputait toujours pour le plaisir. J'adorais ça. Et puis, un soir, après avoir remporté un arbitrage particulièrement compliqué,
Il a demandé, ne penses-tu pas parfois que la vraie tragédie n'est pas quand quelque chose se termine, mais quand ça commence à peine? Je l'ai dévisagé. Tu me proposes un rendez-vous où tu cites ton psy? Les deux, a-t-il dit. Nous avons commencé doucement. Dîner, soirée au musée, un week-end à Annecy. Il a demandé à mon père la permission de s'asseoir à sa table de poker. Ma sœur a fait des vérifications d'antécédents sur lui pour s'amuser. Ma mère l'a invité au dîner du dimanche et a attendu de voir s'il mettrait la main au portefeuille. Il l'a fait. 1 an plus tard, il m'a demandé en mariage, pas à genoux, pas en grande pompe. Nous étions sur le canapé, épuisés par les dépositions. A partagé un plat chinois à emporter quand il m'a tendu une boîte à bagues. Si tu es d'accord, a-t-il dit. J'aimerais vraiment être celui qui est à tes côtés quand la prochaine tempête frappera. Je n'ai pas pleuré. J'ai juste dit, enfin, nous nous sommes mariés discrètement au parc de la Tête d'Or. Pas d'invités, pas de discours, juste des vœux. Des papiers et un photographe que nous avons engagé sur le Bon Coin. Le lendemain, nous sommes retournés au travail. Et un après-midi de printemps, 2 ans plus tard, nous étions assis sur une couverture de pique-nique dans le parc pendant que notre fille, Léa, courait après des bulles de savon sur l'herbe. Elle avait les boucles de Lucas et mon regard en coin. Elle était intrépide, bruyante et riait comme si elle avait inventé la joie. Alors qu'elle courait en rond, Lucas m'a tendu une bouteille d'eau. « Tu me fixes » a-t-il dit. « Je pense à des choses dangereuses. Je pense à quel point j'ai failli tout gâcher. » Il a souri. « Tu veux dire l'arrangement pour la promenade du chien ?»« Exactement. Et le loyer et le beagle. » Il s'était appuyé en arrière sur un bras. Ça aurait été tragique. J'aurais tenu 2 jours avant de mettre le feu au tapis du salon. Il a ri. C'est là que je l'ai vu, Daniel. Il était de l'autre côté du parc, tenant la main d'une femme au lieu doux. Ils avaient un bébé dans un porte-bébé, un bambin qui traînait derrière eux avec une poche de jus. Ils avaient l'air bien, paisibles, normaux. Il m'a vu. J'ai hoché la tête une fois. Il a répondu de même. Rien de plus. Lucas a jeté un coup d'œil. Un ami à toi? Un fantôme, ai-je dit, d'une autre vie. Il n'a rien dit. Il a juste tendu la main, a entrelacé ses doigts avec les miens et m'a serré contre lui. Léa est tombée sur la couverture en gloussant. « Maman, j'ai gagné !» a-t-elle crié. « Oui, tu as gagné, ai-je dit. Tu gagnes toujours, et je le pensais. Tout. Je n'ai pas eu le mariage que j'avais prévu. Je n'ai pas porté la robe que j'avais achetée. Je ne suis pas devenue la femme que quelqu'un d'autre avait en tête. Mais j'ai trouvé ma famille, selon mes propres termes, à mon propre rythme. Et rien, ni un bigue, ni une facture de loyer de 3 000 €. Ni une seule exigence déguisée en tradition n'allait jamais me l'enlever.